Amélie Oudéa-Castéra a confessé scolariser ses 3 fils dans l'établissement privé catholique Stanislas. Amélie Oudéa-Castéra répète ne pas avoir menti, mais concède que la réalité lui donne tort. Vous êtes totalement dans le procès d'intention. Je vous pose directement la question. Madame la ministre, pensez-vous être à même de pouvoir exercer votre fonction ministérielle ? Monsieur le Premier ministre, la colère gronde. Partout, en France, les revendications sont les mêmes. Respect, maintenant, le mépris, ça suffit. La grève et la manifestation étaient prévues bien avant l'arrivée d'Oudéa-Castéra et elle était prévue parce que l'éducation nationale aujourd'hui, elle est proche de l'effondrement, on l'a dit et on va le redire. De quelle école parlez-vous ? Celle de l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire, ou celle de l'école payante, réservée à une caste et au beau quartier. Rapport PISA qui mesure le niveau des élèves, un niveau à son plus bas historique en France. Mesdames et messieurs, il y a 2 mois, je lançais le compte à rebours qui nous séparait alors du choc des savoirs dont j'ai fait, vous le savez, ma priorité. Les groupes de niveau, donc l'idée de classer nos élèves, de les trier en bons élèves et mauvais élèves. Une école très idéologique, très réactionnaire. On a des collègues qui sont en pleurs en salle des profs. Ils se disent « mais moi je veux pas devenir un agent du tri social ». Madame la ministre, la guerre scolaire, c'est vous qui la ravivez. Ce n'est pas nous, c'est vous qui employez ces termes, c'est vous qui refusez de vous expliquer. On va créer un système qui va créer de la rupture, qui va créer un séparatisme social et une ségrégation socio-scolaire encore plus forte. Est-ce qu'on veut une école du tri social ou est-ce qu'on veut une école de l'émancipation démocratisée pour toutes et tous ? Je m'appelle Zoé Butzbach, je suis professeure d'histoire-géographie en collège depuis une dizaine d'années. J'ai exercé surtout en Seine-Saint-Denis, en éducation prioritaire. Et puis aujourd'hui, je suis co-secrétaire de la CGT Éducation 93. La polémique Oudéa-Castéra, elle est partie de ce moment où elle a dit qu'elle avait choisi de mettre ses enfants dans le privé, à Stanislas, en raison du très grand nombre d'absences dans l'école où auraient dû être scolarisés ses enfants. Je vais vous raconter brièvement cette histoire. Celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé, comme sa maman, à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Pour les professeurs, c'est vrai que ça a été un choc et puis un sentiment de mépris qui a été vraiment ressenti très fortement parce que nous, on les connaît, ces problèmes de remplacement, de manière réelle. On sait très bien que là où ces enfants auraient dû être, il y en avait moins. Par contre, là où moi j'exerce, il y en a un certain nombre, au point que dans le 93, nos élèves y perdent 1 an de cours sur toute leur scolarité. On est très clairement sur une question de séparatisme social et de l'utilisation du privé ou de détournement de cartes scolaires par les classes sociales plus aisées pour justement éviter un certain nombre d'établissements. C'est ce qu'on appelle l'évitement. Et pour nous, c'est un vrai souci puisque c'est en fait les riches qui font du séparatisme social et qui refusent la mixité scolaire. Et puis là, le fait que ce soit une ministre de l'Éducation nationale qui est censée défendre le public, qui finalement défend le privé et reconnaît que ça va extrêmement mal dans le public, mais sans chercher forcément à faire en sorte que ce public s'améliore, l'éducation nationale dans le public s'améliore, ça a fait un mouvement de grogne et de contestation sociale extrêmement forte. En plus, on va dire, soutenu par la feuilletonisation que Mediapart faisait de cette polémique sur plusieurs semaines. Alors évidemment, ça a mis un peu le feu aux poudres, mais c'était aussi une date, le 1er février, qui était prévue de très longue date sur les salaires, etc. La grève et la manifestation étaient prévues bien avant l'arrivée d'Oudéa-Castéra et elle était prévue parce que l'éducation nationale aujourd'hui, elle est proche de l'effondrement, on l'a dit et on va le redire. C'est que ça va vraiment mal, il n'y a plus personne qui veut faire prof aujourd'hui, on a besoin d'une revalorisation du métier et on arrive à un moment où on marche sur la tête, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui fait plein d'annonces et qui utilise des grands mots comme la revalorisation du métier et qui en fait, dans le même temps, détruit notre métier. Il fallait faire un mouvement social d'ampleur et avec une demande de statut pour les AESH, une demande de revalorisation des salaires. Donc nous, à la CGT, par exemple, on demande 400 € de revalorisation immédiate et que ce ne soit pas des primes, que ce soit un vrai salaire socialisé. Il va y avoir un certain nombre de revendications comme ça qui vont arriver avec. Et puis,
on retrouve la demande de nationalisation du privé, dans lequel on passe quand même 8 milliards d'euros par an. Quand on dit qu'il y a 8 milliards qui sont dépensés pour le privé, en fait, ce qu'on dit, c'est que comme les établissements privés sont sous contrat, l'État est obligé de les financer. Et donc, effectivement, les parents vont payer une partie de la scolarité de leurs enfants, mais la majeure partie est financée déjà par l'État. Et donc, quand on se retrouve dans des établissements qui sont finalement, on le remarque, assez peu surveillés, ou en tout cas qui disposent de certaines largesses, comme Stanislas, on se retrouve à financer des établissements qui font une catéchèse obligatoire, ce qui est interdit, qui portent des propos qui sont interdits par la loi, notamment sur le sexisme, sur la mixité filles-garçons. Il y a dans ces cours des discours extrêmement problématiques, à la fois donc anti-IVG, des discours homophobes, mais on a dans le détail des propos qui ont été tenus par exemple en mai dernier, donc après l'enquête de Mediapart, après les deux enquêtes, d'un intervenant en cours de catéchèse par exemple, qui va faire la promotion des théories de conversion. Qui sont interdites aujourd'hui. Qui sont interdites, donc c'est-à-dire qu'en mai, il tient ce discours-là. Aujourd'hui, c'est des propos qui sont durs. Enfin, moi, en tant que professeur d'histoire-géographie et enseignement moral et citoyen, je suis obligée de tenir, et c'est normal, les propos qui sont conformes aux valeurs de la République. Et les valeurs de la République, c'est l'interdiction des discriminations. Or, ce qu'on voit dans les livrets qui sont distribués à Stanislas, c'est illégal. Ça ne devrait pas avoir le droit d'exister. Tu cites même un livret qui est donné aux élèves de seconde qui mentionne explicitement le choix nécessaire de la chasteté. Quand on dit qu'on veut la nationalisation de l'enseignement privé, c'est pour des bonnes raisons. C'est parce qu'en fait, cet argent, il manque. Il manque, et il manque notamment dans le 93. Donc, si on veut partir sur un autre projet de société, sur quelque chose qui serait utile à toutes et tous, une école de l'émancipation et pas une école du tri social, il faut se pencher sur, par exemple, ce qui peut être fait aujourd'hui au niveau du plan d'urgence dans le 93. C'est une union syndicale, une intersyndicale, qui a décidé de partir des besoins de la base. On a fait une grande consultation dans le 93. Il y a 50% des établissements qui ont répondu, donc c'est quand même énorme. Et à partir de ça, on a pu chiffrer de quoi on avait besoin. Moi, pour enseigner de manière correcte à tous les élèves, voilà de quoi j'ai besoin. Et de quoi j'ai besoin, c'est 20 élèves par classe, dans des établissements à taille humaine, avec un pôle médico-social renforcé, avec suffisamment de personnes dans la vie scolaire. Vraiment, tout ça, c'est ce qui me permettrait à moi, enseignant, d'enseigner dans de bonnes conditions pour toutes et tous. Et 20 élèves, c'est pas un chiffre qui est sorti de nulle part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'Union européenne, la moyenne du nombre d'élèves par classe, c'est 19. Donc, on peut pas nous demander à nous de faire des groupes de besoins, des groupes de niveau, etc., alors que on n'a pas le minimum syndical, vraiment le strict minimum qui est 19 élèves par classe. Et tout ça, en le chiffrant, on arrive, entre guillemets, à peine à 350, 360 millions d'euros par an. Alors on se dit, oh là là, 350 millions d'euros par an, c'est énorme. Mais en fait, c'est rien. Quand on compare aux 8 milliards du privé, quand on compare aux 2 milliards de l'uniforme, aux 2 milliards que coûterait le SNU, en fait, c'est pas grand-chose. Donc oui, c'est faisable. Oui, une éducation pour toutes et tous, c'est largement possible. Et ce qu'on dit, et c'est l'idée du plan d'urgence pour le 93, de cette revendication-là, c'est dire, nous, on veut bien servir de locomotive, on veut bien vous montrer ce qu'il faudrait pour juste que ce soit à peu près potable. On ne demande pas la lune, on demande juste ce qu'il faudrait pour que ce soit à peu près correct en termes de conditions de travail. Voilà ce que nous, on veut. Allons-y. Le choc des savoirs proposé par le gouvernement, très clairement, c'est quelque chose de réactionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a sorti ça par toutes petites touches. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir plus tard. Mais pour bien comprendre ce que ça va avoir comme impact, ce que je vous propose, c'est qu'on parte de la scolarité d'un enfant. On part dès le plus jeune âge. Donc, il est en primaire. En primaire, il va être dans une classe qui ne sera pas à 20 élèves par classe. Il va être dans des groupes un peu plus chargés. Et il va avoir un ou une enseignante en face de lui qui n'aura pas de liberté pédagogique, qui ne pourra enseigner qu'en fonction des évaluations nationales, qui ne sont pas particulièrement appréciées par la profession, puisque c'est nous retirer aussi notre savoir, c'est nous retirer notre geste professionnel. Il va être soumis à des manuels spécifiques produits par l'Éducation nationale sans aucune liberté pédagogique, et on ne sait pas d'où ils viennent ces manuels, on ne sait pas qui les crée. On sait que ça va être probablement par le Conseil supérieur des programmes qui aujourd'hui a un virage à droite très fort et qui ne respecte d'ailleurs pas souvent ce qu'on dit sur les méthodes scientifiques. Et il va arriver au collège. Et au collège, s'il est repéré comme plus en difficulté, il va intégrer le fameux groupe des nuls,
Alors, et bien évidemment, ce ne sera pas présenté comme ça par les collègues, et heureusement, mais lui, il va très vite le comprendre. J'assume de dire que sur le français et les mathématiques, c'est une piste, ça se regarde, c'est pas là une annonce que je suis en train de faire, mais en tout cas, je souhaite que la mission puisse y travailler, expertiser, s'il ne serait pas opportun de penser une organisation sur le français et les mathématiques par groupe de compétences au collège. Le principe des groupes de niveau, c'est que pour les élèves les plus en difficulté, c'est une forme de stigmatisation qui les fait décrocher encore plus. Et pour les élèves les plus en réussite, c'est pas bien non plus, puisque eux, ils vont se sentir encore plus en compétition. Et donc, il y en a certains qui risquent de décrocher aussi, ou en tout cas d'avoir un mal-être supérieur. Je suis pas en train de dire non. Je ne suis pas en train de dire même que je suis pour le retour des classes de niveau. Moi, je suis pour qu'on continue à avoir un groupe classe avec des élèves très différents. Ce que je dis, mais vous savez, en fait, déjà dès cette rentrée, on commence à le faire. À côté de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves, ils apprennent entre eux. Moi, j'aimerais beaucoup que mes élèves apprennent uniquement que de moi. Ça veut dire que je serai merveilleuse, etc. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans une salle de classe. Les plus en difficulté apprennent beaucoup de ceux qui sont les plus en réussite, qui les tirent vers le haut. Et puis parfois, expliquer aussi à un élève plus en difficulté, ça permet à soi-même de mieux comprendre. Donc, un élève va intégrer le groupe de niveau. Ça va lui donner un rapport dégradé au savoir, il va décrocher un peu plus, il va se sentir un peu plus en difficulté, il va réussir de moins en moins. On va lui proposer des stages de réussite encore en français et en maths pendant les vacances, donc rapport encore plus dégradé à l'école. Il va continuer à décrocher, il risque de redoubler. Après un redoublement, qu'est-ce qui va se passer ? On va lui proposer des stages de renforcement et donc il va se retrouver avec encore plus de matières où il a des difficultés, rapport encore plus dégradé. On peut supposer que son brevet, il ne va pas l'avoir. Il va intégrer cette fameuse classe passerelle parce que c'est le seul moyen pour lui d'entrer au lycée. Il entre au lycée, mais où ça ? Au lycée professionnel. Sauf que le lycée professionnel, avec les dernières réformes, il n'a plus d'ouverture réelle. Pourquoi ? Parce que ça, on en a très peu parlé, mais ça fait partie aussi de la réforme du choc des savoirs. Notre élève, quand il arrive au lycée professionnel, il va se retrouver avec une carte des formations très réduite. Je voulais vous redire 2 mots sur la réforme que nous sommes en train de faire de nos lycées professionnels. Vous savez que c'est pour moi une des causes importantes et un des grands défis de ce mandat. On a commencé à revoir la carte des formations, on est en train de repenser les maquettes, de réinvestir pour nos jeunes. En fait, avant, quelle que soit la région dans laquelle on vivait, on avait accès à toutes les formations possibles en lycée professionnel. Alors, il y avait un manque de place, mais au moins, il y avait une carte des formations élargie. Aujourd'hui, la carte des formations, elle sera strictement limitée au bassin d'emploi. C'est-à-dire, si dans cette région-là, il n'y a pas de chaudronnerie, il n'aura pas accès à la formation chaudronnerie. Et pire que ça, c'est-à-dire que les entreprises du bassin d'emploi vont rentrer au conseil d'administration des lycées, et donc elles vont pouvoir influer sur qu'est-ce qu'il y a dans la carte de formation spécifique. Donc, si c'est un élève qui veut faire de la mécanique, il arrive à intégrer une formation de mécanique, en fait, on va lui apprendre à changer les pneus à la manière speedy et on ne va pas lui apprendre à faire de la mécanique de manière globale. Donc, là où on nous dit qu'il faut qu'on ait des élèves, des futurs ouvriers, des futurs travailleurs et travailleuses qui soient... pour qui c'est possible de changer de métier, pour qui c'est possible de changer de région, ou ils soient dans la mobilité, en fait, là, on va être dans une assignation sociale et territoriale pour tout le monde. Et ça, c'est pour les élèves où ça va pas. Mais pour les élèves où ça va à peu près, ils vont réussir donc à rentrer au lycée général et technologique, mais après la réforme de Parcoursup, en fait, on est sur des algorithmes qui trient aussi de manière sociale. Et donc, ces élèves-là, pour poursuivre ensuite dans des études supérieures, ils vont être complètement stigmatisés et ils vont avoir énormément de mal à avoir la formation de leur choix. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a au final une école du tri social qui va amener un séparatisme encore plus fort puisque les familles vont avoir qu'une envie, c'est partir vers le privé pour s'assurer que leurs enfants aient accès à l'éducation dont ils rêvent et puissent s'en sortir. Et puis, on est d'autant plus sur une idéologie du séparatisme qu'on veut faire en sorte que, on va pas se mentir, les plus pauvres soient ensemble dans le groupe des nuls et que les plus riches, eux, puissent intégrer le groupe des forts. Et là, on a un vrai problème de société parce que si on veut faire société ensemble, il va peut-être falloir commencer par faire cours ensemble.
pour ce qui est des réformes qui ont créé cette situation, il faut repartir dans les années 80-90. Au moment des années 80-90, on était dans ce moment où on voulait la démocratisation. Pas seulement massification de l'enseignement, c'est-à-dire tout le monde peut accéder à des études, et notamment des études supérieures. Et donc là, ce qu'il faut, c'est que non seulement ce soit massifié, mais aussi démocratisé. Donc que toutes et tous aient accès et la possibilité de réussir. Et en fait, à partir des années 2000, Sarkozy supprime 80 000 postes et on arrive à une toute première réforme un peu réactionnaire où on va réinvoquer les fameuses valeurs fantasmées de la République, les savoirs fondamentaux. Sous Hollande, ça se calme un petit peu. Il y a eu la création de 30 000 postes. Alors, c'est pas grand-chose parce qu'en même temps, il y a une augmentation démographique. Mais il y a une légère pause. Et puis arrivent les réformes Blanquer. Et c'est ces réformes-là qu'il fait de manière très intelligente. C'est-à-dire que depuis Blanquer jusqu'à maintenant, on est sur une même avancée. On est sur une même logique de réforme. Donc, on va dire à partir de 2017-2018. Et c'est des réformes qui vont être faites de manière hachée, par petites touches. On va s'intéresser d'abord à Parcoursup. Ensuite, on va s'intéresser au bac, ensuite à la voie pro, ensuite au collège, ensuite à l'école. Donc, ces réformes successives forment un tout cohérent. Et l'objectif de ce tout cohérent, c'est de casser le service public petit à petit pour ensuite pouvoir ouvrir le marché de l'enseignement au privé. Alors, la stratégie du gouvernement, là, elle est complètement dans ce qu'on a pu observer sur l'hôpital il y a quelques années. C'est ce que disait Chomsky, c'est que là, c'est une attaque du service public pour aller vers la libéralisation. Et la libéralisation, le libéralisme, c'est pas moins d'État, c'est l'État au service du capitalisme. Et là, on le voit complètement, c'est-à-dire qu'on a plein de lois, donc plein d'États, mais qui déconstruisent petit à petit ou qui détruisent petit à petit le service public c'est le principe de pour tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et bien là, c'est exactement le même principe. On détruit petit à petit le service public d'éducation pour réussir à le libéraliser. Donc là, on est vraiment complètement là-dessus. Ces réformes, elles sont toujours faites à la dernière minute, et ça, c'est très logique, c'est parce que c'est un but politique et pas organisationnel. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans des réformes qui portent des messages symboliques politiques très forts. On est au point que le choc des savoirs, il est salué par le Rassemblement national, qui dit « Ah bah c'est très bien, ils ont repris tout le programme politique de Marine Le Pen ». Au niveau de l'éducation. Donc oui, c'est fait au dernier moment, mais pour une bonne raison. C'est parce que derrière, on va pouvoir dérouler un certain nombre de choses sans que les professionnels ne puissent réellement s'y opposer. Je prends l'exemple là en ce moment. On est au moment où on répartit justement les heures de cours. Et donc, si on nous dit il va falloir répartir des groupes de niveau, il va falloir répartir un certain nombre de choses, il faut que nous, on puisse s'organiser. Et là, en ce moment, c'est le moment où les conseils d'administration votent là-dessus. Moi, j'avais le mien hier soir dans mon établissement. Il faut savoir que les textes ne sont toujours pas parus. Les textes de loi ne sont toujours pas parus. Donc, on n'a toujours pas pu faire correctement la répartition dont on a besoin pour savoir le nombre de postes pour l'année prochaine. Une année scolaire, ça se prépare 6 mois, 1 an à l'avance. Là, on n'a toujours pas pu le faire. Et donc, on arrive à des situations ubuesques où il y a certains établissements qui, en ce moment, signent ce qu'on appelle des DHG ou des TRM, donc ça c'est les grands cycles de l'éducation nationale, mais qui répartissent les heures sans groupe de niveau, et d'autres qui répartissent les heures avec des groupes de niveau. Cette visée réactionnaire, elle est réelle, et il ne faut pas oublier que c'est une des réponses, donc l'uniforme, le SNU, le choc des savoirs, etc., aux révoltes urbaines de cet été. Et c'est la seule réponse aux révoltes urbaines de cet été, c'est-à-dire plus de visée et de pensée réactionnaire. Et les parents et les élèves, ils en sont extrêmement conscients. Je parlais du conseil d'administration que j'avais hier soir dans mon établissement. J'ai des parents qui étaient au bord des larmes hier soir dans mon conseil d'administration. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Des parents qui se sentent impuissants, qui ont tout à fait conscience de ce qui va leur arriver. Et on voit bien là, la violence d'État qui s'exerce. C'est-à-dire qu'ils disent « mais qu'est-ce que je peux faire pour que mes enfants s'en sortent ?» Et donc là, aujourd'hui, le gouvernement, non seulement il détruit l'école publique, mais en plus, il retire l'espoir aux familles. Et après, on dit que c'est les quartiers des banlieues qui font du séparatisme, alors que là, c'est le gouvernement qui fait du séparatisme et qui attaque les valeurs de la République. Et à ce stade-là, il faut se dire qu'il n'y a pas que les parents qui sont en larmes. Il y a aussi les enseignants. J'ai de plus en plus de collègues qui me disent « mais en fait, moi, je pense à démissionner ». On a des collègues qui sont en pleurs en salle des profs. C'est-à-dire qu'ils se disent « mais je veux pas juste me dire, cet élève, il a tel niveau en 6e, et c'est même pas moi qui vais décider quel niveau il a, c'est les évaluations nationales. Et avec ce niveau-là, je sais très bien que, en fait, le déterminisme social va faire que je sais qu'en 3e, il sera à tel endroit, en seconde, il sera à tel endroit, et donc sa vie, en fait, ce sera ça. Et là-dessus, il faut aussi se dire que très bientôt, il va y avoir une réforme, ou en tout cas une refonte de la carte de l'éducation prioritaire, qui risque de disparaître en plus. Et donc, on arrive à un moment où les professionnels sont dépossédés de leur outil de travail, les parents se sentent complètement impuissants,
Donc, on va créer un système qui va créer de la rupture, qui va créer un séparatisme social et une ségrégation socio-scolaire encore plus forte. Il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, que les enfants chez les inactifs, il y en a 1 sur 4 qui rate son brevet. Donc, il y en a 1 sur 4, on est sûr, il finira en lycée pro. Il y en a 1 sur 5 chez les ouvriers, 1 sur 8 chez les employés. Chez les cadres, ça va, c'est 1 sur 30. Donc, ce fameux DNB, ce fameux brevet qui sera une forme de séparation, c'est le déni du droit à l'éducation pour toutes et tous, en fait. Donc là, on va instaurer ça. Et je pense que cette accumulation de choses, c'est ce qui fait que le plan d'urgence 93, il fonctionne. C'est-à-dire qu'il permet aux collègues de reprendre possession de leur outil de travail, de dire « c'est moi qui sais, je sais où ça en est et je sais comment faire pour que ça fonctionne ». Et c'est aussi ce qui permet aux parents de se remobiliser. On en a parlé hier pendant le CA, on a fait voter une motion. Et ben, les parents d'élèves, ils m'ont dit merci. En fait, au moins, ça nous donne quelque chose à faire, ça nous donne une visée, on sait vers où on peut aller. Et je pense que la réponse de la pétition qui est en train de circuler, de ce qui se passe, c'est de la manifestation qui a lieu ce mardi, de toutes les mobilisations qui vont avoir lieu dans les prochains jours, eh ben, ça a à voir avec ça. Ça a à voir avec qu'est-ce qu'on fait, nous, ensemble, en tant que citoyens, en tant que professionnels, pour se réapproprier ça. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, au niveau syndical, nous, on se bat pas pour une école du tri social, on se bat pas pour une école de la compétition, on se bat pas pour une école des élites. Notre école à nous, c'est celle de la démocratie, c'est celle de l'émancipation, c'est celle de l'hétérogénéité, c'est celle pour faire réfléchir toutes et tous les élèves.